Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de l'iPhone 15 Pro Max. Alors, je vais essayer qu'il n'y ait pas une guerre, que les fans ne me tombent pas dessus, vu le titre que je vais employer ou j'ai employé. Pourquoi? Parce que je vais tourner cette vidéo en plusieurs séquences, pas en une fois. Donc, il se peut que je ne sois pas au même endroit, il se peut que je me balade, il se peut que je sois avec des vêtements différents. Tout simplement, pourquoi? Parce que je vais y aller un petit peu au feeling sur ce ressenti après plus de 2 semaines et demie de la chauffe, des mises à jour, des bugs, etc., etc. Et j'ai été convaincu par cet iPhone 15 Pro Max, je suis mitigé. Alors, premièrement, le design. Tout d'abord, tu le déballes, c'est un 14 Pro Max. Avec quoi comme changement? De l'USB type C et un bouton action. Alors, l'USB type C, il était temps, ça fait 10 ans par rapport aux Android et ça a été imposé par la communauté européenne. Et le bouton action, ça c'est vraiment un vrai changement au niveau design. Pourquoi? Parce que je trouve ça bien sympa et on peut vraiment lui allouer une action. Moi, j'ai gardé comme un teubé le mode silencieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de changement? Waouh, l'écran plus grand. Stop le surjouer, ça me dégoûte, je l'ai déjà expliqué. Oui, les bords sont un peu plus fins, mais pas de là à s'enrouler par terre comme limite certains ont fait. Le poids, ouais, oh, on sent une différence. Non, désolé. Ou alors, t'as jamais soulevé une bouteille d'eau de ta vie, ou même une boîte d'AirPods 2 Pro. Mais en tout cas, je veux dire, voilà, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ou alors, tu es un mollusque. Je tiens quand même à le préciser. Donc voilà, tous ces petits changements design, ouais. Le titane, là, on arrive sur quelque chose d'intéressant. Alors, ce changement minuscule de poids, de presque 10%, vient du fait que le châssis est en titane. J'entends beaucoup dire l'iPhone 15 est en titane. Non, le châssis est en titane. Ça veut dire que c'est l'armature, le contour, l'intérieur où on vient fixer les petites vis qui est en titane. L'iPhone, encore une fois, ça continue à être du verre poli, etc., etc. Et donc du coup, voilà, je veux dire, oui, il y a cette fine couche de titane aussi fine qu'une feuille de papier aluminium alimentaire, mais c'est le châssis. Le reste en verre, etc. Il faut pas à un moment donné dire l'iPhone est en titane, le châssis est en titane. Donc on va dire que la carrosserie, elle reste comme avant. Bon, ça c'est fait. Alors ensuite, on continue. Ce titane est de grade 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un alliage d'aluminium et de vanadium. Et donc du coup, cet alliage souvent est utilisé en joaillerie, donc bijouterie, etc. Il est utilisé dans l'aéronaval, etc., etc. D'ailleurs, je vous le mets ici sur le côté pour que vous puissiez regarder un petit peu. Et il est surtout recommandé pour la rouille. Il est très très résistant à la rouille. Il a une force de tirage assez intense. Donc, tous ces tests pour dire il est plus fragile, c'est pas qu'il est plus fragile qu'avant. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Pog. Vous savez, le youtubeur friqué qui a beaucoup de belles voitures. Bonjour à lui. J'ai su vraiment apprécier sa vidéo d'ailleurs, où il compare un iPhone 14 Pro Max et 15 Pro Max et il les fait tomber. Alors, comme il dit, tu peux faire tomber ton iPhone 15 une fois, mais pas 15, 2 fois, mais pas 15, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que souvent les tests, on les fait tomber plusieurs fois. Qui achète un iPhone à 1000 balles pour mettre des coups de cutter dedans, pour me le cramer au chalumeau, pour le claquer au sol, pour monter en haut d'une échelle et le faire tomber? Soyons logiques. Alors, vous le savez, je suis pas à défendre, mais là, ça devient du grand n'importe quoi. Qui prend son iPhone et va lui mettre un coup de marteau? À un moment donné, voilà, moi le mien est déjà tombé, il est là en charge d'ailleurs, il est déjà tombé et il n'était pas cassé. Et puis on va tous faire la même chose. Comme je vous ai dit, moi j'ai acheté une coque Apple qui était bof. J'ai pris une coque en carbone. Voilà, on le met tous dans une coque au final. Donc
À un moment donné, il faut arrêter tout ce brouhaha au niveau de la solidité, de la fragilité, etc., etc. Mais je voulais éclaircir surtout cette partie titane. Alors, prend-il les traces de doigts, le titane? Ben oui, il prend les traces de doigts. Vous prenez n'importe quelle petite lingette comme ça, vous frottez, c'est disparu. Je veux dire, on a l'habitude d'avoir certains smartphones qui prennent les traces de doigts au dos. Faut arrêter un petit peu tout ce genre de polémique inutile. Oui, ben ok pour son prix, mais il n'en peut rien. Vous voulez quoi? Un traitement qui ne prend pas les traces de doigts, qui glisse, qui vole aussi, comme ça il reste en lévitation à côté de vous. Enfin, faut arrêter. Je veux dire, quand il y a de quoi parler et d'exagérer, comme par exemple avec les bords, le poids, etc. Ok. Mais là, ça devient une petite polémique assez stupide, surtout quand ce titane est vraiment traité pour l'anti-rouille et donc du coup, les traces de doigts ne vont pas abîmer le titane. Tant que je suis dans ma discussion, avant de continuer ailleurs, parlons du tour général. Bon, nous avons 2 haut-parleurs. Le son, comme à l'habitude, est toujours exceptionnel. Vous avez l'impression d'avoir une mini enceinte à côté de vous. Il faut vraiment pas s'en plaindre. Donc honnêtement, il fait bien son taf. J'ai vu que certains se plaignaient du son, etc. Moi, je n'ai pas eu de problème de ce côté-là. J'ai eu des problèmes du côté de la chauffe dont on parlera un petit peu plus tard, mais je n'ai pas eu de problème au niveau du son. Cette fois-ci, on a encore du Bluetooth 5.3, vous avez de l'IP68 et enfin du Wi-Fi 6E. Et ce Wi-Fi 6E travaille franchement très bien, il fait bien son taf. Donc là, franchement, bravo Apple. On va parler un petit peu de l'USB type C. Alors, cet USB type C, il m'a fait un petit peu rire. Pourquoi ? Vous avez un iPhone Pro Max et un iPhone 15. Le 15 est limité à 480 MB seconde. Pourquoi? C'est un USB type C 2.0, l'autre est un 3.0. Sur le Pro Max, on est limité à du 10 GB seconde. Et le câble fourni par Apple dans la boîte présente ici, lui, en fait, il ne débite que du 480 MB seconde. Donc, ça veut dire que vous allez devoir encore débourser 79 € pour avoir le bon câble qui va vous donner le bon débit avec votre iPhone 15 Pro Max. Ce qui, je trouve, est un petit peu du vol. Je suis désolé, moi j'appelle ça du vol, tout simplement. D'autant plus que j'ai ici un USB type C Thunderbolt 4 et donc du coup qui devrait être compatible avec mon iPhone. Et grosse surprise, je n'ai pas des débits de 10 GB seconde. Et non, c'est limité. Donc ça veut dire qu'il va falloir passer par la case caisse encore une fois pour avoir les débits que l'on veut, normalement que l'on mérite selon le prix que l'on a payé. Alors, autre chose, lorsque vous allez charger avec un câble comme ceci, et que vous allez charger avec votre câble Apple, petite surprise, vous êtes limité à du 20 watts avec ceci, avec un USB type C qui n'est pas Apple, et ça va monter à du 23 watts avec un USB type C qui vient de chez Apple. Donc, encore une fois, magouille, moi j'appelle ça de la magouille, tout simplement, certains vont appeler ça du marketing. Moi, j'appelle ça de la magouille parce qu'à partir du moment où tu as un USB type C, ça doit être universel et donc du coup, n'importe quel câble doit pouvoir y aller. Alors, n'importe quel câble y va, oui, mais il est limité, donc il fallait le préciser. Parlons un petit peu de l'écran. On a une dalle OLED de 6,7 pouces. Je vous ai parlé des bords, il n'y avait pas de quoi faire waouh parce que moi, je n'ai pas clairement vu la différence. Il faut vraiment regarder, commencer à mesurer. Maintenant, cet écran, il a une résolution de 2796 pouces par 1290 pixels avec 460 pixels par pouce. Bon, certains vont me dire, ouais, ça pourrait être mieux, chez lui il y a ça, chez lui il y a ça. Je suis d'accord. Seulement, oui, il y a iOS encore une fois et toujours, et du coup, ça reste la force d'Apple. Pourquoi? Parce qu'on a un écran magnifique, une résolution magnifique, des vidéos magnifiques, des jeux magnifiques. Et ouais, c'est comme ça, il va falloir digérer les gars. Parce que, vous le savez, moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Quand j'ai quelque chose à pas dire, je le dis pas. Et là, j'ai rien à dire. Cet écran, il est juste sublime. Vous allez avoir du HDR, vous allez avoir du Dolby Vision, 2000 nits de luminosité. Certains Américains, d'autres pays, etc., ont testé cette luminosité et qui parfois, elle dépasse les 2200 nits. Et honnêtement, en plein jour, dehors, soleil, etc., etc., pas une seule fois, j'ai dû me mettre à l'ombre pour pouvoir regarder mon écran. Donc, encore une fois, le travail est fait. Cet écran, il est juste fluide, il n'y a aucun problème.
Il a un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz, il peut descendre jusqu'à 1 Hz. Je sais, certains vont me dire, ouais, mais d'autres marques, ils font du 144 Hz, du 2000 Hz, du 20 000 Hz. Non, je pense que le maximum que j'ai vu, c'est 165 Hz, je pense. Et en tout cas, moi, je trouve qu'il fait très bien son travail. Pas une seule fois, il a ralenti. Pas une seule fois, il y a eu des lags, etc., etc. Pour moi, cet écran, il est ultra validé. C'est vraiment, encore une fois, un des points forts de cet iPhone. Nous allons parler maintenant des performances de cet iPhone 15 Pro Max. Alors, tout d'abord, il a la nouvelle puce Bionic A17 Pro, une nouvelle dénomination. Pro pour Pro de la chaleur, peut-être, je sais pas, ça c'est peut-être voilà. Mais en tout cas, ça a été réglé, je vais vous expliquer après. Nous avons enfin 8 Go de RAM, donc on est passé de 6 à 8 Go de RAM, ça fait du bien. Ça veut dire que Apple prévoit d'aller plus loin dans le temps, peut-être. Alors, on va avoir pour le stockage de 256 Go en passant par 512 jusqu'à 1 Tera. Tout ce joli petit monde, je vais bien me mettre au milieu pour vous faire le petit comparatif. Pourquoi ? Parce qu'au début, ça chauffe. Et ouais, ça a méchamment chauffé, à tel point que j'étais en conférence, donc j'étais à la Xiaomi Global Event, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, et le téléphone, par moment, devenait vraiment très chaud. Alors, certains ont dit, oui, 50 degrés, c'est pas chaud. Non, non, il devenait très très chaud. On allait au-dessus des 60 degrés, c'était juste horrible. Alors, quand je dis chaud, ce n'était pas que le dos, c'était aussi la face avant. Certains me diront, c'est peut-être ta coque. Désolé, c'était une coque Apple achetée sur le Apple Store, donc coque officielle. J'ai essayé de mettre une coque en carbone comme ceci, de chez Pitaka, que je mets souvent, parce que j'aime bien leurs coques, elles sont très fines, donc voilà. Et du coup, ça chauffait, oui, mais ça chauffait toujours la même chose. Donc pourtant, le transfert de chaleur est totalement différent avec le carbone. Donc du coup, voilà, ça veut dire que le téléphone, c'était de la merde. Et tout ça, et oui, ça a été comme ça. Donc tout d'abord, nous avons eu un score avec cette chaleur intense, je le mets ici, de 1 536 321 points. J'ai envie de dire que c'est un score excellent. Je veux dire, personne, 98% de la population, allez, on va être gentil, on va faire 97% de la population n'utilisera pas toutes les performances de cet iPhone. Soyons clairs. Au Geekbench, il m'avait sorti à ce moment-là un score de 2915 au simple cœur et un score de 7317 au multicœur. Encore une fois, 97% de la population ne va pas utiliser toute cette puissance du multitâche, etc., etc. Mais on avait ce souci de chaleur et il était vraiment très ennuyeux. Pourquoi ? Parce que c'est pas très agréable de tenir un smartphone qui devient bouillant dans vos mains. Souvenez-vous, j'avais fait le test du Honor Magic 4 Pro qui avait des chaleurs horribles. Je l'ai signalé aussi et là, je me devais de le signaler. Bon. Comme pour le Honor, j'ai attendu les mises à jour et l'iPhone, oui, a eu une mise à jour iOS 17.0.3 qui a clairement, mais alors clairement, résolu le problème. Bon, sachant qu'à la base, Apple disait que c'était la faute d'Instagram, etc., etc. Moi, j'avais désinstallé Instagram, ça continue à chauffer, donc c'était du pipeau en attendant qu'ils sortent leur mise à jour. Mais une fois qu'ils ont sorti leur mise à jour, Instagram installé, tout installé, il n'y avait aucun problème. Et là, j'ai envie de dire qu'on a fait un petit bond. Je vous réaffiche ici l'Antutu Bench précédent et je vous réaffiche là le nouveau Antutu qui était de 1 620 994 points. Joli bond en avant, j'ai envie de dire, un peu plus de 100 000 points. Tu te dis, waouh, je viens de l'installer, on fait un nouveau bench, plus de points. Bravo. Au Geekbench, je vous mets l'ancien ici et le nouveau là pour que vous voyez un petit peu le bon. Le bon est beaucoup plus timide sur le Geekbench, mais nous avions un score de 2921 après mise à jour et un score de 7351 au multicœur après mise à jour. J'ai envie de dire joli bon en avant. Tout de suite, je me suis dit, j'espère que ça ne va plus chauffer. Et en effet, alors ça chauffe comme un smartphone normal, ça c'est sûr.
mais ça ne chauffe plus comme ça chauffait avant, clairement. Alors, quand je dis ça chauffe comme un smartphone normal, ça veut dire que le maximum que j'ai eu sur un jeu comme Genshin Impact, j'étais à du 53 degrés, ce qui pour moi est totalement normal pour la simple et bonne raison. Et après 4 heures de Genshin Impact, j'étais monté à du 56 degrés. Et pour moi, c'est tout à fait normal parce que c'est ce que les Android font, les gros Android, S23 Ultra, etc. Ce sont des températures normales pour moi. Et donc là, il n'y a plus de problème. Et je peux même vous dire un truc, on en parlera après, mais même dans l'autonomie, il y a eu un gros bond en avant. Donc quand il y a du mauvais, bah oui, il faut le dire, mais quand il y a du bon, il faut le dire aussi. Et cette mise à jour, c'est une petite dinguerie parce que je n'ai pas ressenti de problème à la fluidité du téléphone, je n'ai pas ressenti de soucis de chauffe, d'une amélioration même des performances. Bravo Apple. J'ai envie de dire que là, franchement, bravo Apple. Encore une fois, ils ont montré leur savoir-faire. Si on peut leur reprocher, je trouve que ça aurait dû être fait dès le départ, vu le prix qu'on met pour le téléphone. En tout cas, avec ce smartphone, j'ai pu jouer à du Asphalt 9 avec des temps de chargement qui sont inexistants. Et c'est beau, on en prend plein la vue, c'est juste magnifique. Et j'ai pu jouer à du Genshin Impact avec les graphismes à fond, du 60 fps. On peut monter en 120 fps, mais je vous conseille de descendre d'un cran la qualité graphique, donc de maximum à élevé, pour ne pas non plus que ça devienne une tablette de cuisson, une table de cuisson ou une plancha ou tout ce que vous voulez. C'est un petit peu normal. En tout cas, je peux dire que c'est juste sublime de jouer à du Genshin Impact. Malheureusement, vous le savez, il y a des jeux, quand sur Android, on peut trouver des petits détournements pour les installer, comme pour Fortnite ou d'autres jeux. Ici, pas possible sur iOS. Donc voilà, j'ai testé ces deux jeux-là et ils étaient en tout cas très corrects. Franchement, on se fait de très bonnes parties. Et je trouve qu'au niveau performance, ils ont vraiment fait un super travail, malgré un début assez calamiteux. Bon, je me suis positionné un petit peu différemment parce que là, on va parler d'un sujet important, c'est-à-dire la photo et la vidéo. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le sujet quand beaucoup achètent leur smartphone. Tout d'abord, à l'avant, le capteur selfie, c'est le 12 mégapixels qu'on connaît, comme sur le 14 Pro Max, pas de changement, etc. Là où il y a du changement, c'est à l'arrière, dans tout ce qui est gestion de la photo, etc. On va en parler tout de suite après. On va retrouver 3 capteurs à l'arrière. Un premier capteur principal de 48 mégapixels, 24 mm et une ouverture focale de 1,78, système de stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur. On va retrouver un deuxième capteur ultra grand angle 12 mégapixels, 13 mm avec une ouverture focale de 2.2 et un champ de vision de 120 degrés. Et le troisième capteur est un téléobjectif, donc zoom optique x5, 12 mégapixels, 120 mm, ouverture focale 2.8, système de stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur 3D. Ça fait beaucoup d'infos, j'ai envie de vous dire. Alors, le petit truc, c'est qu'entre le zoom x1 et le zoom x2, vous allez passer de 24 à 48 mm. Comment? En cliquant plusieurs fois sur le zoom x1, vous allez avoir du 24 mm, du 28 mm, du 35 mm et en zoom x2 du 48 mm. Ça va vous permettre de mieux cibler une chose que vous voulez faire en photo, d'avoir plus de détails dans votre image, voilà, une netteté sur vraiment quelque chose que vous voulez prendre en photo. Et c'est vrai que c'est mieux pour cibler, etc. Bon, ça c'est un résumé, on va dire, plus vulgaire pour que tout le monde comprend. Ensuite, vous allez avoir ce zoom optique x5, donc c'est vraiment un zoom optique avant d'avoir du zoom numérique. Donc vous allez avoir une meilleure qualité jusqu'en zoom x5, et ça c'est pour me plaire, parce que vous le savez, je ne suis pas un fan des zooms à 10 000 km. Donc le zoom optique x5, moi, va me convenir amplement et ça veut dire que je veux pouvoir aller jusqu'à du zoom peut-être x8, voire x10 pour garder cette qualité. Pour le reste, moi, je préfère un réflexe. Bon, on continue. Vous allez avoir le format RAW, donc pour avoir la meilleure qualité possible, le plus de détails, mais attention, c'est très lourd sur votre mémoire de stockage. L'avantage ici avec l'USB type C, vous allez pouvoir mettre un disque dur externe pour pouvoir directement transférer ce que vous prenez en photo RAW ou au format RAW vidéo sur votre disque dur, un petit peu comme si vous aviez une caméra avec un disque dur. Ça, c'est top. Vous allez avoir le log. Alors, le log, je vais essayer de vulgariser ça pour que tout le monde comprenne c'est quoi. C'est comme le format RAW en version plus légère et c'est un format qu'il va falloir travailler plus en post-production. À quoi sert-il ?
Bien, ça veut dire que lorsque vous allez filmer au format log, vous allez avoir une image plus terne et donc du coup, vous allez devoir travailler les couleurs, la colorimétrie comme on dit, en post-production, c'est-à-dire sur votre PC. Bon, certains appareils comme celui qui est en train de me filmer peut filmer au format log et ensuite vous allez pouvoir appliquer un filtre pour vous donner un aperçu de ce que ça donnera avec la colorimétrie. Cependant, quand vous le transférez, oui, c'est toujours avec un filtre beaucoup plus terne, les couleurs plus ternes qu'il faut quand même travailler. À quoi ça sert? Et à qui ça sert? Aux gens qui font clairement de la vidéo pro. Je veux dire encore une fois, et c'est là que je vais en blesser plus d'un, parce qu'il y en a qui me disent « Oui, mais l'iPhone 15 Pro Max est le seul téléphone qui mérite le nom de Pro. » Oui, mais il va servir à quoi? 98% à 2% de la population, je veux dire, qui vont s'acheter des iPhones. Qui va commencer à transférer ces vidéos au format log, travailler la colorimétrie parce qu'il vous faut un programme de montage, un Mac ou un PC minimum. Il va vous falloir l'outillage adapté, on va dire comme ça. Donc du coup, encore une fois, c'est génial, on a du RAW, on a du log, oui, pour les pros. Encore une fois, pour 98% de la population, ça va servir à rien parce que vous voulez garder de la mémoire de stockage pour faire un maximum de photos. Vous voulez avoir de la qualité tout de suite lorsque vous la transférez sur votre PC et vous n'allez pas, et pas beaucoup de monde à la formation pour travailler la colorimétrie sur un programme de montage, etc. Il va falloir bosser, etc. Moi-même, honnêtement, je vous le dis, après X temps de YouTube, etc., je galère encore des fois à faire mes trucs. Donc voilà, je veux dire, oui, ça a le nom de pro, mais ça va servir à qui? À 2% des gens qui vont, encore 2%, je suis large, des gens qui vont acheter cet iPhone 15 Pro Max. Voilà, je préfère être honnête. La vidéo est plus longue que d'habitude, certes, mais au moins, je reste dans l'honnêteté. Bon. Toujours est-il, vous avez entendu que ces objectifs sont stabilisés. J'ai lu dans certains articles, j'ai entendu dans certaines vidéos qu'on était sur de la 4K stabilisée. Alors, elle est très bien stabilisée, oui. J'avoue qu'on peut secouer son bras, etc. et que le rendu, franchement, est très bon. Mais, ce n'est pas de la 4K. Non, moi je filme en 4K 60 fps et quand j'ai activé la stabilisation, nous sommes sur la 2,8K, pas de la 4K. Alors c'est très bon, hein, les pros Android ou pro Samsung ne venez pas critiquer, etc. Parce que je pense que voilà, c'est le même chez tout le monde. Mais stop, ce n'est pas de la 4K 60 fps stabilisée, c'est la 2,8K. Même si en 4K 60 fps, c'est déjà bien stabilisé naturellement, mais lorsque vous allez mettre le mode sport pour vraiment avoir une stabilisation maximum, ce sera de la 2,8K. Voilà, comme ça j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Concernant maintenant les photos, vidéos, etc. Elles sont toutes totalement et simplement excellentes. Ce sont de très belles photos. Il fait très bien son travail en mode nuit, il fait très bien son travail en mode macro. J'ai remarqué quelques petits décalages. Lorsqu'on fait un zoom un peu trop vite, il faut un temps d'adaptation pour que l'algorithme gère. Donc au début, on a une image granuleuse et puis elle devient nette. Ça c'est un petit peu dommage. Il y a comme une espèce de saccade au moment où on va se rapprocher pour faire la macro parce que c'est une macro automatique. Mais rien de grave. Je veux dire, voilà, on s'y habitue. C'est des choses qui vont être réglées avec des mises à jour encore une fois. Mais en tout cas, voilà, c'est nickel. Là où j'ai un problème encore une fois avec ces photos, et oui, comme je vous ai dit, entre déception et satisfaction, je suis satisfait de la qualité d'image qui est magnifique. Mais dans cette déception, il y a quoi? J'avais un iPhone 14 Pro Max et encore une fois, j'ai l'impression que les photos étaient plus belles sur 14 Pro Max. Et je m'explique pourquoi. Elles étaient sublimes, elles sont sublimes sur le 15 et elles étaient sublimes sur le 14. Mais lorsque vous allez prendre des photos d'une personne, et c'est là qu'on s'en rend le plus vite compte, c'est que sur le 14 Pro Max, on est sur du plus naturel que sur le 15 Pro Max. Sur le 15 Pro Max, il y a ce sale effet de lissage de peau. Alors, il est très léger, mais il se voit lorsqu'on va zoomer. On a vraiment un ton vachement plus naturel, vous savez, avec les petits défauts de la peau, etc., etc.
Et moi, je trouve ça vachement plus beau d'avoir des photos naturelles que du lissage. D'ailleurs, souvent sur les smartphones chinois, etc., il y a ce lissage activé d'origine que moi, je désactive parce que je n'aime pas. Et maintenant, beaucoup de gens vont aimer ce lissage. Je ne dis pas le contraire, mais je trouve qu'elles étaient plus belles sur le 14 Pro Max. En tout cas, au niveau, lorsqu'on prend des photos selfie avec des personnes, etc. Pour le reste, mis à part dans les zooms, c'est un 14 Pro Max, tout simplement. Voilà, je veux dire, il faut vraiment, mais vraiment avoir l'œil du cinéaste et du photographe professionnel pour se dire, là, il y a une différence. Alors, il y a un peu de bruit dans l'image sur le 14 Pro Max que parfois il n'y a pas sur le 15 Pro Max, mais voilà, il faut être un professionnel de l'image. Donc, tous ces gens qui disent, ouais, il y a une différence, c'est du surjoué. Tous ces gens qui font, la folie, c'est... Non, c'est juste du placebo parce que vous êtes des fans et que vous avez mis de l'argent dans un téléphone. Parce que honnêtement, moi j'aime bien Apple, j'aime bien toutes les marques. J'ai eu un 14 Pro Max que j'adorais, que je n'ai fait que des éloges d'ailleurs. Le 14 Pro Max faisait de tout aussi belles photos. On a toute une panoplie d'options pour cet iPhone 15 Pro Max. Et encore une fois, et là on va être cool, on va être un petit peu plus large. Ça va servir à 5% des gens maximum. Les autres n'utiliseront même pas un dixième des capacités de ce téléphone ou de réglage, etc. Pour ce qui est de l'autonomie, on a eu une amélioration de 99 mAh. Je veux dire ici, on est sur une batterie de 4422 mAh, ce qui n'est pas grand-chose comme amélioration, vous me direz. Ça aurait pu faire l'effort d'être à 4500. Mais on a aussi une charge de 35 watts. Qu'est-ce que ça donne? Alors, là encore une fois, il y a à dire. Avec la première version, iOS 17.0.1, en le débranchant à 7 h du matin, vers le coup des 19h30, donc c'est-à-dire 12h30 plus tard, il restait 10% plus ou moins. Ce qui n'est pas grand-chose. Attention, c'est à mon utilisation, je tiens à le préciser. En le laissant plus tranquille, je vais dire, on atteignait les 30-32 heures, ce qui est pas mal. Je veux dire, c'est assez correct de nos jours. Et puis, il y a eu cette mise à jour iOS 17.0.3 et là, boum, là, ça a été juste de la magie. Pourquoi? Parce que de 19h30, j'ai gagné. Je suis parti vers 21h30, presque 40. Ça veut dire que j'ai gagné presque 2 heures d'autonomie, ce qui pour moi est juste énorme. Au niveau de l'autonomie, en le laissant un petit peu plus tranquille, là on a dépassé les 38 heures. On n'est pas aux 48 heures malheureusement, mais on était sur 38 heures, ce qui est pas mal du tout. Alors, au niveau de la charge, là encore une fois, c'est là où je dis qu'on se fait un petit peu entuber. Vous êtes sur un câble USB type C normal, sur un chargeur autre que Apple et ça débite du 23 watts. Ouais. Vous êtes sur le câble Apple avec chargeur Apple comme ceci. Donc là, c'est le câble Apple, chargeur Apple, 35 watts. Attention parce que c'était un 70 watts celui-ci. Attention parce qu'il douille quand même, il est encore à 70 balles. Et bien là, vous allez gagner vos 35 watts. Seulement, la charge, oh là là, elle est lente. C'est juste une horreur. Comptez 1 heure avec un USB type C et un chargeur qui n'est pas Apple, comptez 1h30 voire 40. C'est juste horrible. Avec un chargeur Apple et câble Apple, comptez 1h25, 28. Alors, on gagne un petit peu. Mais pour moi, c'est juste horrible, quoi. C'est beaucoup trop lent. Certes, vous le mettez le soir lorsque vous regardez la télévision, mais en tout cas, si vous êtes pressé, il faudra penser à le charger un petit peu à la maison pendant que vous vous préparez avant de sortir et un petit peu dans la voiture avant d'arriver à votre soirée, parce que sinon, si vous étiez à 5%, il va falloir le mettre en mode ultra économie d'énergie, je vous le dis. Mes compères de YouTube et autres press-tech étaient en train de dire... les prix ont chuté. Oui, ils ont chuté. On démarre à 1479 € pour la version 256 Go jusqu'à 1979 € pour la version 1 Tera, sans le Apple Care, etc. Bien évidemment. Alors,
Ben c'est cher, ouais, c'est cher, mais on est sur du Apple. Faut laisser encore une fois ce qui est. Lorsque vous allez revendre votre Apple, vous allez garder sa valeur plus longtemps. Ça, c'est un argument des fans de la marque, mais c'est un argument qui est réel, tout simplement. Contrairement à certaines marques que vous allez payer parfois 1005 voire 1006 et que 6 mois après, ben ça ne vaut plus que la moitié voire le quart. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Ensuite, oui, ce sont des prix stratosphériques, mais oui, vous avez une qualité derrière, vous avez un excellent téléphone qui a eu des démarrages, certes, assez dégueulasses, voire chaotiques, il faut l'avouer. Alors, il y a beaucoup de rumeurs parce qu'on veut le défoncer. Vous le savez, une fois qu'un Apple sort ou qu'un Samsung haut de gamme va sortir, il faut le défoncer au maximum pour que ceux qui ne savent pas se le payer puissent dire « Ah, t'as vu, on paye, mais on n'a pas ce qu'on a demandé pour notre argent. » Tout simplement, ça va satisfaire l'ego de ceux qui ne savent pas se le payer. Voilà. Après, il y en a qui n'en ont rien à foutre carrément parce qu'ils se le sont payés et ils s'en battent clairement les baloches de ce que ceux-là y pensent. Il faut l'avouer. Est-ce que je conseille ce téléphone? Si vous avez un iPhone qui va jusqu'à l'iPhone 11, clairement, je vous conseille l'iPhone 15 Pro Max, surtout depuis la mise à jour qu'ils ont fait. Le voici d'ailleurs, j'étais en train de le chercher. Oui, je vous le conseille. Si vous avez un iPhone 12, 13 ou 14 Pro Max, non, je vous le conseille pas, tout simplement. Attendez une version 16, prenez le temps. De toute façon, à partir de l'iPhone 12, vous êtes au moins parti pour 5 à 6 ans de mise à jour. Vous êtes parti jusqu'à l'iPhone 18 au moins. Vous avez clairement le temps, sauf si votre iPhone 12 est complètement explosé. Alors oui, dirigez-vous vers un iPhone 15. Cependant, vous n'en avez pas besoin. Pourquoi? Parce que l'iPhone 12 est toujours aussi bon, l'iPhone 13 est toujours aussi bon et l'iPhone 14 est excellent. Voilà, je pense être le plus honnête possible dans cette vidéo. Je vous ai dit le pour, le contre. Moi, en tant qu'ancien utilisateur de 14 Pro Max, j'ai changé, oui, parce que j'en avais besoin pour mes vidéos, pour mon transfert avec l'iPad. Vous savez, quand je dois vous faire des vidéos, des TikTok, etc., ça va plus vite à transférer si je me filme avec ça et que je monte sur l'iPad vite fait parce que je ne monte pas sur téléphone. Mais en tout cas, si vous avez un 14 Pro Max, non, ne changez pas. Ne gaspillez pas votre argent. Prenez cet argent, mettez-le de côté pour un iPhone 16 Pro Max, par exemple, ou prenez-le de côté et profitez d'un petit week-end avec l'être aimé. Ce sera vachement plus agréable. Vous allez avoir vos batteries rechargées et vous allez avoir d'excellents souvenirs dans votre tête et dans votre cœur plutôt que de claquer du fric et de manger des pâtes tout le mois. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle était le plus honnête possible. J'ai essayé de vulgariser certains termes comme le log, etc. pour tout le monde, que tout le monde puisse comprendre. À bientôt.